Alors, on va continuer la discussion avec 3 personnes qui vont venir nous présenter chacune leur face cachée de la migraine, qui ne sera plus cachée après ce soir, puisqu'elle sera immortalisée devant vous. Je vais les inviter une par une en vous les présentant, en venir s'asseoir, puis ensuite, on va amorcer la discussion. Alors, tout d'abord, il y a Mélissa, l'une de nos vedettes, Mélissa Mitchell, qui est bénévole et vloggeuse à Migraine Québec. Ensuite, j'inviterai Tabata Thibault à venir aussi nous rejoindre. Tabata est associée de recherche senior au Conference Board du Canada, division du capital humain, et a fait plusieurs projets qui ont porté sur la santé mentale au travail. Et je réinviterai Dr. Pim à se joindre à nous également. Et je vais aller vous rejoindre, m'asseoir avec vous. En principe, nous avons tous un micro sur nos chaises. Dr. Pim, en avez-vous un? Oui, parfait. Alors, on va commencer avec Mélissa. Donc, Mélissa, je pense que... Est-ce qu'on m'entend dans le micro? J'ai l'impression que... Oui? Okay. Donc, Mélissa, j'ai l'impression que tu n'as plus tant de secrets pour Migraine Québec, puis maintenant pour plusieurs d'entre nous. Notamment, tu partages beaucoup de ton vécu déjà dans des capsules qui sont partagées. Je pense que ce soir, tu vas nous livrer ton témoignage qui est généreux, j'en suis certaine. Tu vas nous parler des défis peut-être de ton quotidien, du stress généré par la gestion de la maladie, puis je pense la quête de l'équilibre dont on a entendu parler par Dr. Pim. J'ai l'impression que tu as quelques éléments à nous dire là-dessus. Alors, on t'écoute. Merci. C'est bon le son? Oui? OK, super. Premièrement, c'est très émouvant de regarder ce film-là. Puis on dirait que dans chacun des témoignages qu'on a entendus, puis dans les scènes qu'on a vues, je reconnaissais tout ça, puis je le ressentais, puis mon cœur est encore serré, tu sais, de toute cette douleur physique-là, mais cette douleur psychologique-là qu'on a quand on vit avec la migraine depuis des années au quotidien, dans mon cas, depuis 2014. C'est comme si, avec l'évolution, avec le temps, avec l'évolution de la maladie, des fois, j'en oublie des pans. Puis de revoir ça, je fais « Ah, mon Dieu, ben oui, moi aussi, j'ai vécu ça. Moi aussi, je passe par ça. » C'est comme si, à un moment donné, ça vient tellement mon quotidien que là, de le voir comme ça a fait « Oh, OK, tu sais, ça... » En tout cas, je trouvais ça émouvant. Et... tu sais, je l'ai nommé dans le documentaire, mais tu sais, moi, le plus grand deuil que j'ai eu à faire, outre le deuil de la carrière, c'était le deuil d'avoir un autre enfant. Je voulais donc avoir 2 enfants. Puis je voulais avoir 2 enfants rapprochés. Et là, c'était clair que c'était pas possible. Fait que c'était tout le temps, ça va aller mieux, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année prochaine. Et là, mon petit garçon, il va avoir 11 ans. Et... cette année, c'est drôle que c'est ça qui a été retenu beaucoup de mon témoignage, parce que cette année, ce que j'ai beaucoup vécu, c'est de faire le deuil de cet enfant-là que j'aurai jamais. Je peux plus juste le repousser, puis il faut que j'accepte que ça n'a pas été possible, puis ça ne sera pas possible parce que pour notre qualité de vie, c'est impossible. Parce que entre les phases où la migraine est trop invalidante, il y a eu des épisodes, comme vous l'avez nommé, Dr. Pim, dans les comorbidités, moi, avec beaucoup d'anxiété, de dépression. Fait que, tu sais, ça, tout ça, fait que quand c'était pas la migraine, c'est la santé mentale, puis jamais on a senti qu'on avait quelque chose d'assez stable pour dire « OK, on y va ». Puis ça, c'est un gros poids à porter. Puis l'autre gros poids, puis ça a été touché dans la vidéo, c'est le poids de la carrière. Tu sais, c'était pas mon plan de vie, moi, à 32 ans, de me retrouver en invalidité. Là, j'étais comme on top of the world, on top de ma carrière. J'excellais, j'adorais ce que je faisais. Et quand la migraine est devenue chronique, j'ai eu un épuisement professionnel. Puis là, ça s'est dégénéré, puis il a fallu que j'arrête de travailler. Le plus grand stresseur que j'ai vécu dans toutes ces années-là, c'est le combat incessant avec les assurances. Dans mon cas, ils m'ont jamais lâché, jamais. Ils m'ont envoyé d'expertise en expertise, en évaluation, en réévaluation, en programme d'ergo. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Et je voulais tellement aller mieux, je voulais tellement retourner travailler. J'adorais ce que je faisais. Puis c'est difficile dans la société où on vit
de se trouver un rôle. Tu sais, je suis qui si je suis plus le travail que je fais? Moi, je me définissais que par ça. Il a fallu que je réapprenne qui j'étais. Fait que pendant tout ce temps-là, moi, je me bats pour essayer comme d'aller mieux. Puis là, il faut que je prouve que je ne vais pas bien en même temps. Puis là, ben pour eux, on dirait que ben je ne vais pas si mal que ça. Tu sais, après tout, tu es allé en voyage à Cuba. Ben oui. C'est pour ça que je suis capable de travailler, voyons. Fait que tout ça... C'est un peu un sujet sensible encore. Ça pour dire que dans mon cas, ça s'est terminé qu'ils ont coupé mes prestations en 2019. Ils ont dit, ben nous, on juge que tu pourrais travailler, puis c'est fini. Et à ce moment-là, mon réflexe a été, c'est pas vrai que ça va se finir comme ça, je vais me battre. J'ai engagé une avocate et après 2 ans là, de longues tergiversations où moi-même, je suis allée chercher une contre-expertise, j'ai vu qu'il n'y en avait pas d'issue. J'avais beau avoir 2 neurologues différents qui attestaient de mon état, 2 expertises en neurologie qui attestaient de mon état, l'assurance maintenait sa position et il me restait le procès. Et ça n'avait plus de sens. J'ai déjà perdu des années de ma vie depuis 2014 à cause de la migraine. Je ne me voyais pas en perdre encore 4-5 autres. J'ai compris qu'il y avait le moyen de m'épuiser psychologiquement et financièrement. Et j'ai choisi de juste lâcher la bataille. Et je pense que c'est ça, le lâcher prise. C'est ça, je crois que cette maladie-là vient le plus toucher dans ma vie, c'est le lâcher prise à tous les niveaux de tout ce que j'ai pensé, voulu, avoir, obtenu. Il a fallu que je lâche prise sur ma carrière, que je lâche prise sur ma famille rêvée, que je lâche prise sur mon salaire et que j'apprenne à me redéfinir complètement différemment, puis à rebâtir ma vie avec cette coloc-là, cette deuxième personne, comme tu le nommais dans le film, cette deuxième personne-là qui est le pilote, dans le fond, là, parce que je fais tout en fonction d'elle, en fonction de ses contraintes, de ses limites, de ses besoins. Donc, ouais, c'est comme ça que je résumerais pour ce soir. Bien, merci, Mélissa, c'est généreux. On le sait que ça rebrasse évidemment toutes sortes d'émotions. Tu te fais la porte-parole aussi de tous ceux qu'on a vus quelque part dans le film. Tantôt, on aura l'occasion d'interagir. Peut-être qu'il y en a qui auront des choses à ajouter. J'enchaînerai peut-être parce qu'on parle du travail, on parle de ces deuils-là. Je pense que Mme Thibault, qui est notre prochaine interlocutrice, a fait des travaux, a fait des recherches dont certaines données sont encore inédites et je pense qu'on a l'occasion d'avoir quelques aperçus de ce que vous avez découvert ou du moins sur quoi vous travaillez qui a certainement d'intérêt pour les gens ici. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. OK, merci. Je vais lire avec mes notes. Ça fait un bout de temps que j'ai vraiment parlé en français, donc je m'excuse en avance. Et le franglais est accepté, on est d'accord, hein? Merci. La main-d'œuvre canadienne vieillit et se prend sa retraite. Les employeurs sont occupés de gérer le roulement du personnel et d'attirer les meilleurs talents. Les chercheurs et les employeurs se concentrent de plus en plus sur les modalités de travail flexibles, la santé mentale, l'équité, la diversité et l'inclusion. La douleur chronique, comme les migraines, est un autre sujet auquel les employeurs doivent commencer à y penser. La douleur chronique, en général, a été associée avec l'absence du travail, à une diminution du rendement au travail, à des problèmes de concentration, à des limites physiques et l'impatience envers les collègues et les clients. Une enquête de 2020 a révélé que la plupart des chefs d'entreprise américains ont déclaré que la douleur chronique était un problème pour leurs organisations, mais ne savent pas comment gérer les employés qui souffrent de la douleur. Des études sortent lentement, non seulement sur la prévalence des migraines, comme vous avez dit, mais aussi sur le coût de la migraine pour les organisations et l'économie en général. Par exemple, au Japon, on estime que 21 milliards de dollars américains par année pour la migraine dans le pays. 21 milliards de dollars. Nous, au Conference Board du Canada, on récemment mené une étude sur l'absentéisme et le présentéisme au travail
L'absentéisme, c'est quand quelqu'un prend une journée de malade, est absent du travail. Le présentéisme qu'on a vu dans le film, c'est quand quelqu'un travaille malgré le malaise mental ou physique. Dans notre enquête de près de 1000 employés canadiens, 16% ont déclaré s'être absentés du travail au cours de la dernière année parce qu'ils se sentaient étourdis ou avaient des maux de tête ou des migraines. 23% ont déclaré avoir travaillé malgré avoir des maux de tête ou de la migraine. La probabilité de s'engager dans l'absentéisme ou le présentéisme en raison des migraines augmente à mesure du stress, quand le stress augmente. La proportion d'employés ayant déclaré faire de l'absentéisme ou du présentéisme parce qu'ils se sentaient étourdis ou avaient des maux de tête ou des migraines variait selon les variables démographiques. Spécifiquement, les travailleurs essentiels, ceux qui ont des responsabilités de soins de personnel handicapé hors du travail, ceux qui s'identifient comme indigènes, indigenous, et un handicap, ceux qui sont neurodivergent, dans le cas du communauté LGBTQ, et ceux qui ont déjà été en congé d'invalidité de courte durée, short-term disability en anglais, étaient tous plus susceptibles de déclarer s'être absentés du travail en raison de maux de tête ou migraines. Les femmes, les travailleurs essentiels, ceux qui avaient les responsabilités des personnes handicapées hors du travail, étaient tous plus susceptibles de déclarer, travailler malgré des maux de tête ou des migraines. Ce qu'on dit en anglais, le one size fits all approach, ça ne marche pas pour l'absentéisme ou pour les migraines. On doit faire quelque chose d'autre. On doit y parler aux personnes diverses pour vraiment avoir une solution, quelque chose à faire et vraiment les supporter. Et je vais laisser comme ça. Mais merci. Je pense que quand elle dit on doit parler, avoir quelque chose à faire, je pense que c'est un pas en avant avec ce film-là, avec le fait de vouloir se rassembler, d'en parler. On a voulu inviter aussi beaucoup de personnes, des décideurs, toutes sortes de gens susceptibles de changer les choses, à s'intéresser ce soir. Puis, on n'a pas réussi à 100%, force est de constater. Donc, ça nous dit, je pense qu'on a encore du travail aussi à faire. On a du bon matériel, on a des bonnes données, on a des témoignages poignants, mais on a certainement du travail à faire. Puis, Dr. Pym, vous nous avez fait une introduction très éloquente pour nous mettre à niveau, comme vous avez dit. Maintenant, quand vous entendez tout ça, après le film et tout, qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur... en fait, tout ce qui est à se rappeler ou, comment je dirais, à prendre en compte pour essayer d'atteindre cet équilibre-là, ou du moins l'équilibre dont Mélissa nous parle, en même temps le défi qu'ont les employeurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, vous qui avez la science derrière ça? Bien, en fait, la science, surtout, je pense que d'avoir des médicaments, comme j'ai mentionné, qui sont plus spécifiques à la maladie, c'est déjà une chose. Mais d'avoir de la recherche, comme faire Dr. Thibodeau, c'est vraiment extraordinaire parce que ça nous montre vraiment l'impact au travail. Tu sais, ces chiffres-là, on ne les a pas. Donc, c'est sûr que moi, je suis confrontée dans mon métier à aller faire la bataille parfois pour aller avoir des médicaments pour mes patients, par exemple. Mm-hmm. Donc, il faut aller défendre pourquoi j'ai besoin de payer ou de demander à un assureur de payer à peu près 4 000 $ pour du Botox ou après 6 à 7 000 $ pour un anticorps ou un Gépan. Mais en fait, si j'avais un ou une patiente avec, par exemple, la sclérose en plaques, bien, l'assureur n'hésiterait pas de payer 30 40 000 $ par année. Donc, c'est sûr que moi, quand je dois expliquer ça à mes patients, c'est problématique
Donc, si on a de la recherche comme ça, bien, ça nous démontre justement que la migraine affecte une population très jeune dans un groupe d'âge où ils devraient vivre leur plein fonctionnement. Comme a bien dit Mélissa, moi, je ne voulais pas arrêter de travailler. Tous mes patients sont comme ça. C'est très rare d'avoir la personne qui veut être invalide. Les gens veulent travailler, ils veulent, mais on entend toujours des gens qui vont peut-être vouloir chercher des gains secondaires ou pas travailler puis aller chercher des prestations d'assurance. Mais je vous dis, c'est la minorité. Mais justement, mettre un prix sur cet handicap-là, quand cette personne-là ne peut pas aller travailler pour, nombreuses années. C'est à quel âge que tu avais arrêté? 32 ans. Donc, elle aurait potentiellement travaillé 30 ans de plus. Donc, ça c'est quel prix associé à ça? Personne ne va me faire croire que le même 10 000 que je demande par année ne justifie pas ça. Donc, moi, je pense que si j'avais des décideurs dans la salle, que ce soit d'une compagnie d'assurance ou des différentes agences gouvernementales, je leur demanderais de non seulement regarder l'impact de la maladie, mais les coûts sociaux. Les coûts sociaux, puis regarder c'est qui que ça atteint. On donne énormément d'attention vers des maladies qui sont associées avec un haut taux de mortalité. Mais je trouve, dans notre société, avec des ressources limitées, on ne donne pas assez d'attention sur des maladies qui ont des hauts taux de morbidité. Donc, ce n'est pas juste la migraine, mais l'anxiété, la dépression, puis tout ce qui s'en vient avec. Donc, moi, c'est ce que je leur demanderais de dire, parce que moi, je trouve ça très difficile de défendre devant un patient. Donc, moi, je demanderais à ces gens-là, aidez-moi à défendre votre point, parce que moi, je ne comprends pas. Et vous vous sentez impuissante devant vos patients, j'imagine, à qui vous apprenez? Bien, mes patients, ils savent. Moi, j'ai mes gants de boxe, là, puis let's go. T'sais, on va essayer de toujours essayer de faire valoir. C'est parce que parfois, j'ai une petite source de frustration quand une compagnie d'assurance va demander à un patient ou à une patiente, s'il vous plaît, soumettez vos journaux de migraine, comme si eux, ils ont été scolarisés pour interpréter ça. Donc, moi, je leur dis, vous refusez. Vous refusez. Ils ne savent pas que ce n'est pas juste une question de chiffres. Oui, on garde un journal pour mieux comprendre sur nos migraines. On garde un calendrier pour comprendre nos déclencheurs, pour être capable de mieux gérer notre maladie. Mais pour juger de l'efficacité d'un traitement, ce n'est pas juste des chiffres. Tu sais, quelqu'un va dire, oui, j'ai peut-être 30% moins de migraines. Peut-être ça n'atteint pas le 50% qui est voulu d'une compagnie d'assurance. Mais par exemple, en migraine chronique, c'est pas tout le monde qui avait 50% d'amélioration. Puis, croyez-moi, même les gens qui ont 30% d'amélioration, mais les migraines résiduelles sont moins intenses, les médicaments qui cassent les crises sont plus efficaces, ils peuvent davantage participer à leur travail, à leurs activités familiales. Il faut faire valoir tout ça. Donc, il faut juste être prêt à le faire. Donc, avec tout ça vient beaucoup de paperasse. Encore, mes patients qui me connaissent, ils savent que je suis inondée puis submergée de paperasse. Mais on le fait avec plaisir parce qu'on sait à quel point... Ben oui. Quand j'enseigne aux résidents en neurologie, des fois, ils me demandent qu'est-ce qui vous a attiré vers le domaine de la migraine. J'ai dit, c'est le métier, c'est le domaine ou le sous-domaine de la neurologie, à mon avis, qui est le plus valorisant. Parce qu'on traite des gens qui ne vont pas nécessairement... j'espère que non, mourir de leur maladie, mais ils font souffrir pour nombreuses années. Oui. Donc, ça vaut vraiment la peine, puis c'est extrêmement valorisant d'aider quelqu'un jeune à retrouver au moins en partie sa vie. Effectivement. J'imagine qu'il y a des gens qui vont avoir des questions ou qui vont avoir envie de creuser certains points, mais j'ai le goût de vous demander, à vous là, qui êtes ensemble en ce moment, bon, Mélissa, là, tu as été la première à te mouiller, j'ai entendu tout ça, je te voyais avoir des yeux quand même grands quand Tabata parlait, parce que j'imagine que, bon, il est question du milieu du travail, tu as eu à te battre, tu as eu à avoir des deuils. Avais-tu des réactions particulières ou des questions pour elle? Es-tu contente de voir qu'elle s'y intéresse? Oui, tout à fait. Non, je me rappelais quand que
Parce que ça m'a fait penser à les aménagements qui peuvent être faits dans les milieux de travail, dans le fond, pour accompagner les gens qui ont des migraines. Puis moi, je me rappelle que quand je travaillais, j'avais ma tablette de triptan de brocher après mon cahier de notes, comme ça, je les avais toujours avec moi. En tout cas, ça, c'est drôle. Mais puis, tu sais, j'ai demandé aux gens, on peut-tu tamiser la lumière? On peut-tu... Fait, tu sais, mais il faut que les gens soient sensibilisés à ça. Puis je pense que c'est important de sensibiliser les employeurs parce que les gens qui vivent avec la migraine, ils veulent performer. Puis je pense, en tout cas, pour connaître une couple de personnes qui vivent avec la migraine, je pense qu'on compense beaucoup. Quand on va bien, on en abat de la job. Fait que ça reste que moi, je pense que j'étais vraiment une plus-value. Mais il y a des fois, c'est pas possible. C'est beaucoup, la mode est beaucoup aux espaces ouverts en ce moment dans les milieux de travail. C'est difficile, ça, avec la migraine, le bruit. Donc, moi, c'est ça qui résonnait en moi, de comment on peut faire pour accommoder, tu sais, à la fois l'environnement, les horaires, pour permettre à des gens qui seraient capables de travailler, dans le fond, de pouvoir travailler. Puis ce que je déplorais beaucoup par rapport aux assureurs et à l'invalidité et tout ça, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure pour eux. Ça n'existe pas une capacité partielle de travail. Tu sais, j'aurais pas pu dire, je serais peut-être capable de faire 8 heures semaine. Tu sais, non, c'était temps plein ou zéro, tu sais. Puis je trouve ça plate qu'on n'arrive pas. Je pense que si on pouvait avoir ces nuances-là, tant dans le niveau des assurances que dans le marché du travail, je crois que ça pourrait maintenir des gens en emploi ou permettre à des personnes de retourner, là. J'imagine que c'est ça, c'est toute la question d'équilibre, parce que maintenir en emploi égale, j'imagine aussi, meilleure morale, meilleure socialisation. Ouais, se sent valorisé, comme s'il contribue. Tu sais, comme Elissa l'a tellement bien défini, j'ai perdu qui j'étais. Ouais. Il a fallu redéfinir ma personne. C'est énorme. Puis, tu sais, je rajouterais, je trouve que c'est tellement pertinent ce point-là de comment on peut travailler avec l'employeur pour que la personne continue à travailler. Exact. Et même parfois de prendre le téléphone ou des fois, je lance le défi aux patients. Pouvez-vous contacter les ressources humaines pour dire, nous envisageons un retour progressif, mais est-ce qu'il y a une façon de réadapter le travail? Puis je vous dirais que personne ne veut revenir dans le temps de la pandémie, mais j'ai eu plusieurs personnes qui ont pu retravailler à cause qu'il y avait beaucoup de travail du domicile. Et donc, on a enlevé les parfums, les lumières, les néons, toutes sortes de déclencheurs, justement pour que les gens retravaillent. Donc, on a pris beaucoup de choses de la pandémie, je vous dirais. Puis, dans ce sens-là, ça a été positif pour plusieurs personnes que je vois. Mais c'est un excellent point ce que vous amenez. C'est vrai, c'est ça, la pandémie nous a amenés dans un autre univers face au travail. Puis ça me donne le goût de vous demander, Tabata, justement, tu sais, on a été capable de s'adapter. On n'a pas eu le choix de s'adapter. On l'a fait. Puis, on le sait maintenant, les employés, les futurs employés sont exigeants. Les employeurs sont un peu la corde au cou, sont obligés de céder ou s'ils veulent des gens, toutes sortes de choses. Est-ce qu'on a une opportunité de faire valoir d'autres genres d'accommodements maintenant qu'on est peut-être... Est-ce que ça nous éveille à un espoir d'être plus accommodant? J'espère que oui. Mais avec travailler à la maison, au domicile, we have to be careful. On a beaucoup de personnes, beaucoup de gérants qui disent « Oh, n'est-ce pas formidable qu'on peut travailler à la maison avec comme un mot de tête ou qu'on a de la grippe? » Ben non, ça c'est du présentéisme. On ne veut pas faire ça. So, c'est bon de travailler à la maison, mais on doit avoir la communication au travail. So, on ne doit pas encourager le présentéisme. On doit avoir une conversation. C'est quoi, à quel point la maladie est suffisamment malade de prendre une journée de congé? On ne doit pas avoir des messages mixtes. Même si c'est du travail à la maison, OK, ben si tu ne peux pas travailler, travaille pas. Non, c'est ça. Je pense que je trouve ça aidant pour mes patients. Ce que je rapporte quand je dis ça, c'est ce que mes patients me disent, c'est que d'avoir une certaine flexibilité, c'est surtout ça qui les aide. Donc, si, par exemple, ils se réveillent, puis parfois les personnes qui vivent avec la migraine se réveillent avec la migraine, donc là, ils pourront peut-être prendre leur médication, prendre le temps que ça agisse, manger un petit peu, peut-être commencer un peu plus tard et peut-être faire 2 ou 3 heures plus tard. Ils sont présents
en fait, je pense qu'ils travaillent de façon efficace et je crois, d'après ce qu'ils me disent, que leur travail est d'une meilleure qualité même. Parce qu'ils apprécient tellement, tu sais, quand l'employeur est flexible, il veut donner plus. Comme j'ai une autre patiente, je nommerai pas où elle travaille, mais c'est extraordinaire. Tu sais, il n'y a même pas de décompte sur le nombre de jours de maladie. Si les gens sont malades, ils sont malades. S'ils sont malades au travail, peut-être pas franchement malades, mais ils ne se sentent pas bien, il y a même une salle où ils peuvent aller se détendre pour quelques heures et revenir. Donc, quand on voit cette ouverture, cette reconnaissance de point de vue d'un employeur, je crois que les employés vont vouloir travailler davantage parce qu'ils disent « je suis apprécié, je suis reconnu malgré que je suis malade ». Ils apprécient mon travail. Mais c'est ça, puis toute la pression psychologique aussi doit être différente. Là. Quand on sent qu'on a des possibilités, j'imagine qu'on se sent moins contraint et puis pris dans quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mélissa, je vois que tu as tes lumières dans tes yeux, là. Mais moi, ce que je me disais aussi, c'est, tu sais, Dr. Pym, tantôt, vous disiez, tu sais, que vous mettez les gants de boxe pour faire valoir des choses. Mais je pense aussi que c'est à nous, les gens qui vivons avec la maladie, avec la migraine, de faire comprendre la migraine aux gens autour de nous. Les gens, ils ne savent pas. Puis si on le dit pas, moi, les néons, ça m'agresse. Moi, j'étais obligée de dire à une collègue, je m'excuse, mais ton parfum déclenche des migraines. Hey, ça a été tough en tabarouette. Là, quand je suis arrivée avec ça à mon boss, là, il dit, je sais pas quoi dire. Je dis, ben, je sais pas, je vais y parler, je pense. C'était super malaisant, mais elle a compris. Tu sais, je pense que des fois, on est gêné d'exprimer nos besoins, puis des fois, c'est des petites choses qui feraient une grande différence. Puis on a aussi ce rôle-là d'éducation. Tu sais, c'est nous qui connaissons le mieux notre condition, ce que ça a comme impact. Mon petit garçon, il a commencé à faire des migraines. Il a fallu que je fasse d'éducation à l'école. Il a fallu que je m'obstine un peu avec eux pour faire, mais là, si vous lui permettez de prendre sa médication, il n'en manquera pas sa journée d'école. Mais il a fallu que j'éduque. Puis je pense que c'est le rôle de chacun. Puis je pense que si chacun en éduque un petit bout, bien, on va arrêter de se faire dire de prendre un grand verre d'eau puis d'aller prendre une marche. Un peu d'air frais, comme dans le film. Hein? Ça marche, mais jusqu'à un certain niveau, tu sais, un petit mal de tête, pas de migraine. Dans le fond, ce que tu dis, c'est arrêtons de nous excuser ou justement de peut-être pas vouloir déranger, imposons peut-être plus les limites qu'on a pour les faire comprendre et accepter. Soyons pas gênés, nommons nos besoins. Ouais, Oui, les employeurs et les gérants doivent montrer qu'ils accordent de l'importance à la santé et à la sécurité de leurs employés. Un environnement de travail psychologiquement sécuritaire pourrait inciter les employés à se sentir plus à l'aise de divulguer. OK, ben, j'ai des migraines, je ne peux pas travailler. Ceci, c'est ce que je peux faire. Ceci, c'est ce que je ne peux pas faire, comme aujourd'hui, demain, et de quoi. Être plus affirmé. Je pense que je vais me retourner vers les gens qui ont peut-être des questions ou des choses. Je vais m'avancer, puis je pourrais partager le micro. Encore une fois, lever la main. J'essaie de voir un peu, là, c'est aveuglant. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça, poser des questions à nos personnes en avant? Ou vous êtes tous trop gênés, ou ils ont tout dit, ils sont trop éloquents? Oh, j'ai quelqu'un ici. Je m'approche. Tombe pas. Pardon? OK, donc, c'est bizarre. Je vous remercie beaucoup de votre présentation. Moi, quand j'ai vu le rappel aujourd'hui qu'il fallait que je vienne, je me suis dit, il faut que je vienne parce que j'ai promis à une amie qui souffre de migraine à venir. Puis après ça, je me suis dit, mais moi-même, j'en souffre, en fait, je fais une prophylaxie, alors oui, je n'en fais pas pour rien. Alors, le fait de pouvoir prendre un médicament chaque jour pour prévenir, c'est quelque chose qui m'a effectivement aidé énormément. Et c'était à savoir, mettons, dans un cas comme le vôtre, que vous avez dû arrêter le travail, la prophylaxie, donc, n'a pas fonctionné. OK, n'a pas fonctionné. OK. C'est ça qui est un petit peu douloureux parce que pour moi, ça a très bien fonctionné. C'était celle avec l'antidépresseur, mais en petite dose. C'est pas comme si j'étais en dépression, c'est en très petite dose. Mais ça fonctionne très bien. Et puis, j'ai toujours les médicaments avec moi, les triptanes, mais je les prends à l'occasion, quoi.
Mais malheureusement, c'est ça, il y a des cas où est-ce que ça fonctionne. Mais est-ce qu'il y a des liens, mettons, migraine, mettons, hormonal ou des liens de ce genre-là? Parce que chez moi, je sais que c'était le lien absolu. La pilule anticonceptionnelle, je n'ai pas été capable. Je passais d'une migraine à l'autre. Là, j'étais 3 ans à avoir des migraines presque au quotidien à cause de ça. Donc, peut-être c'est un facteur hormonal aussi à considérer. Mélissa, Dr. Pym, voulez-vous réagir? Je pense peut-être les deux. Je vais laisser Dr. Pym réagir sur la composante hormonale. Moi, je peux parler de mon expérience avec la prophylaxie. Donc, je fais des migraines depuis l'âge de 18 ans. J'ai été suivie quand même rapidement en neurologie. Donc, j'ai eu cette chance-là. Là, ça n'a pas traîné le diagnostic. Ma mère en faisait, donc ça a été comme assez rapide. Et j'ai toujours été migraineuse épisodique fréquente. Donc, j'ai rapidement eu de la prophylaxie, mais rien qui a vraiment fonctionné. Et, tu sais, des fois, ça fonctionnait un temps. Après ça fonctionnait plus. Et quand la migraine s'est chronicisée, là, ça commençait à être un petit peu plus compliqué parce que là, il n'y a rien qui a fonctionné jusqu'à ce jour, même avec les nouvelles molécules qui sont sorties, il n'y a rien qui a fonctionné pour déchroniciser ce cycle-là. Tu sais, moi, si j'aurais un message que j'aimerais que les gens retiennent, si vous souffrez de migraines épisodiques fréquentes, sachez que malheureusement, ça peut s'en aller vers la chronicité et qu'une fois que c'est installé, c'est vraiment dur à désinstaller. Donc, c'est vraiment important de le prendre au sérieux, de suivre les recommandations du médecin, d'essayer la prophylaxie. Et moi, personnellement, j'ai arrêté de croire au miracle. J'y crois plus à la molécule qui va me sauver, là. Donc, c'est en mettant en place, je pense, un paquet de stratégies qui fait que je vais chercher une meilleure qualité de vie. Oui, avec la prophylaxie qui marche des fois non. Là, je vais réessayer d'autres choses, mais j'y vais avec beaucoup plus d'ouverture et on verra si ça fonctionne. Mais malheureusement, dans mon cas, on n'a pas trouvé encore la recette magique. Merci beaucoup pour la question parce que ça soulève des points importants. Je réalise peut-être la façon que j'ai présenté les médicaments quand j'ai fait l'introduction. C'était peut-être c'était peinturé un peu rosé, là. Mais en fait, j'ai donné beaucoup de gloire aux nouveaux médicaments, puis peut-être pas assez parlé des anciens dont vous parlez, là, un antidépresseur. Puis, en fait, à vrai dire, toutes ces molécules-là que j'ai peint un petit peu gris ont quand même démontré une très bonne efficacité. Hein? Pour certaines personnes, on ne sait juste pas qui va répondre à quoi. Donc, c'est un processus d'essai, parfois erreur. Des fois, on tombe directement sur la chose qui marche. Et donc, c'est pas pour rien que les assureurs, puis les assurances publiques aussi, nous demandent de faire des essais d'au moins 2 à 3 classes de médicaments avant de faire une demande pour les médicaments plus modernes. Et, tu sais, malgré que si c'était mon mari, je voulais lui mettre directement sur un médicament conçu pour la maladie, c'est pas notre vraie vie, hein, de passer à travers différents essais est très souvent pas perdant parce que comme a bien expliqué Mélissa, ce qu'on a dans notre boîte à outils, c'est pas un cure non plus. C'est des traitements qu'on essaie de gérer la maladie le mieux possible, mais parfois, c'est une combinaison qui aide. Et donc, de passer à travers ces premières étapes des antidépresseurs, des anticonvulsivants, bien, parfois, on finit par avoir une petite dose d'un médicament et une autre petite dose d'une autre, puis c'est ça qui marche pour la personne. Donc, ça, c'est juste pour le commentaire par rapport aux médicaments. Donc, merci d'avoir amené ce point-là. Et deuxièmement, par rapport aux hormones, bien, en fait, c'est surtout un phénomène chez la femme. Donc, avant l'âge de la puberté, c'est une femme pour un homme qui sont affectés. Et après l'âge de la puberté, ça devient 3 femmes pour un homme. Et après la ménopause, ça retombe à 1 pour 1 pour les femmes qui sont aidées par la ménopause, pas tout le monde. Donc, les femmes, après la ménopause, qui vont mieux, je peux clairement dire en toute humilité que c'est rien que j'ai fait. C'est la nature qui est donc bien plus puissante que moi, puis toute ma boîte à outils. Donc, c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas améliorées par la ménopause, mais souvent, celles qui ont eu la migraine périmenstruelle notent une amélioration à ce moment-là de leur vie. Donc, il y a du positif avec la ménopause, finalement. Bien, bonne nouvelle. Merci pour l'espoir, Dr. Pym. Voulais-tu réagir, Mélissa? Tu avais le micro. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient
poser une question. Je reviens vers vous, monsieur. Bien, c'est pas vraiment une question, c'est plus au niveau de la maladie, ça fait 20 ans que j'étais avec ma femme, puis elle a toujours été gênée, un peu comme la plupart d'entre vous, de parler de la maladie, puis surtout certaines personnes qui ne connaissent pas la maladie. Fait que je vais vous donner un petit conseil pour les gens qui vont vous dire des fois « Ah, c'est pas si pire que ça ». Vous allez leur dire que si j'avais le choix entre recevoir un coup de poing de Mike Tyson puis une migraine, je prendrais le coup de poing de Mike Tyson. Il faut regarder leurs yeux à quoi ça ressemble. Excellent. Ça va bien avec les gants de boxe de Dr. Pym, ça. Bien, en fait, non, mais je trouve tellement le point bon, puis je vais vous dire pourquoi. C'est justement cet aspect, parce que quand vous êtes dans un match avec Mike Tyson, vous savez que ça a un début puis un fin. Mm-hmm. Mais les gens qui souffrent de migraine, ils n'ont pas ce cadeau-là. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va frapper, combien de temps ça va prendre, est-ce que mes médicaments vont marcher. Tu sais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, le point que vous apportez est très pertinent. Moi aussi, je préfère avoir quelque chose qui a un début puis un fin clair. J'ai plein de patients qui vont me dire « Ah, bien, ça serait mieux que j'ai un tumeur, finalement, s'ils pourraient l'enlever. Au moins, il y a un début puis un fin. C'est une maladie visible. Personne ne va me poser des questions. Mais c'est à quel point terrible de dire ça que je préfère avoir une tumeur au cerveau qu'une migraine. En tout cas. Ça parle du fardeau. Madame. Moi, ça fait longtemps que je souffre de migraine, puis c'est ma médecin de famille maintenant qui me suit. Je ne vois pas de neurologue. Quand un médicament fonctionne bien depuis longtemps, puis il y a des nouveautés qui sortent. Des fois, nos amis, nos connaissances nous parlent toujours d'essayer ou de voir. Est-ce que ça vaut la peine? Ou si je suis bien stable dans mes migraines, mon médecin de famille me dit de rester avec l'Imitrex, le triptan. Moi, j'en ai 8 par mois depuis toujours, puis de rester à ça, de rien bouger. Si je suis bien stable ou je devrais essayer quelque chose d'autre. Des fois, ça me fait peur, d'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que cette question-là pourrait appliquer à beaucoup de personnes parce qu'on peut généraliser de beaucoup la question dans le sens que si on est stable avec une recette, devrait-on changer de recette? C'est un peu ça votre question. Je pense que ça va dépendre du médecin en question puis la discussion qu'ils ont avec la personne. Moi, je dis toujours aux gens que c'est pas du noir ou blanc dans la médecine de la migraine. On peut vraiment discuter des préférences de la personne. Donc, si quelqu'un a 8 migraines par mois, puis ils ont un agent casse-crise qui marche, et pour eux, ça marche, il n'y a pas d'effet secondaire, ça coupe la crise relativement rapidement, c'est un effet sur lequel on peut compter, c'est-à-dire que même si j'ai mon mariage, le matin, je me lève, puis là, je sais que quand je prends mon agent casse-crise, ça va marcher, ça a une valeur quand même. Donc, il faut peser, prendre des médicaments 8 jours par mois versus prendre un autre médicament à tous les jours pour prévenir ces 8 jours-là. Hein? Donc, je pense que c'est raisonnable de penser que si la personne est satisfaite avec leur recette, il n'y a pas de contre-indication de le continuer, qui pourrait garder ça. On n'est pas beaucoup, mais on se dit quand même des choses bien intéressantes, je pense. Est-ce qu'il y aurait une dernière intervention avant qu'on passe à la prochaine partie plus one-on-one? Oui, monsieur, je le vois, je m'en viens, monsieur. Madame, je vais juste passer. Je suis désolée. Merci. Déjà, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui ont participé parce que je trouve que la sensibilisation puis le témoignage, c'est toujours ce qui est le plus difficile. Moi, je suis migraineux chronique puis je trouve que le plus dur, c'est qu'on vit 2 combats. On vit le combat contre la maladie. Moi, je considère que c'est un handicap, même si, vous savez, quand on coche, quand on applique à des emplois, on parle d'handicap visible, invisible. Dans invisible, il n'y a jamais marqué la migraine. Alors, on est toujours comme en train d'hésiter à se dire, mais il y a pire que moi. Puis je coche pas, puis après, on ne peut pas vraiment demander d'accommodement à son employeur parce qu'on n'a pas vraiment déclaré ça en avant. Puis il y a le combat de la sensibilisation avec les gens qui pensent que c'est comme un mal de tête de lendemain de cuite, un mal de tête parce qu'on a été à un concert ou qu'on n'a pas dormi, puis on leur dit, mais non, c'est plus que ça. Puis je trouve que c'est justement ce préjugé-là qui est plus dur à combattre, parce que les gens qui ont des maladies que d'autres personnes n'ont jamais expériencées, entre guillemets, il n'y a pas de comparaison, puis ils sont plus dans l'écoute pour
pour comprendre qu'est-ce que vous faites. Alors qu'un mal de tête, tout le monde en a, mais ce n'est pas une migraine. Puis je trouve que c'est toujours là où c'est difficile, puis c'est presque un combat, parce que quand on est chronique ou épisodique, on n'a pas cette énergie-là supplémentaire de vouloir réexpliquer pour la 50e fois à quelqu'un qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, avoir des gens qui voient ça comme une plainte finalement, plus que comme, tu parlais plutôt de l'empathie. Là. L'empathie, je trouve qu'on ne l'a pas chez l'employeur, on ne l'a pas beaucoup dans la société parce que c'est très invisibilisé comme maladie. Puis justement, au niveau, vous parliez du futur du travail, du présentiel, du télétravail. Puis, qu'est-ce que vous pensez, peut-être dans un contexte plus général au niveau des handicaps, qu'est-ce que vous pensez qu'est le combat prioritaire, ou en tout cas la mission prioritaire pour arriver à ce genre de meilleure compréhension pour la migraine, ou en tout cas peut-être pour les maladies qui sont comme vraiment chroniques? Pour moi, je pense à la santé mentale. On a beaucoup de stigmas, puis on essaie de le combattre. Puis COVID, la pandémie, comme on voit maintenant la santé mentale comme c'est un problème. On doit avoir comme la même shine the light on la migraine aussi dans la même façon. Comme c'est quelque chose d'invisible, mais comme la santé mentale, plusieurs personnes ont des migraines. Mais c'est comme, oh ben j'ai un peu de stress, oh non j'ai la dépression, la anxiété. So, j'essaie de le dire en français, excuse-moi. Je vais juste le dire en anglais. Like, we really need to get to that point where we can start to really say, okay, well, this is real, and we need accommodation, we need this, we need that. It's just like the light that we shone on mental health, that so many people are affected. It affects them, it affects their families, affects them at home, at work. Ça fait du sens? Oui, oui, oui. C'est qu'on ne comprend pas l'anglais. Non, c'est pas vrai. C'est une farce. Dr. Pym, voulez-vous ajouter quelque chose? Non. Très bien dit. Écoutez, je pense qu'on a eu des questions de la salle qui nous ont permis de continuer d'approfondir un peu. J'ai le goût de vous demander, avant qu'on aille continuer en échange peut-être plus one-on-one, avez-vous le goût de nous dire quelque chose pour la fin, ou c'est quoi notre espoir de franchir le prochain pas? Bien, en fait, ce que je souhaiterais, c'est que les gens s'impliquent davantage, autant qu'ils peuvent. Donc, c'est sûr que probablement une bonne proportion de vous dans la salle connaît quelqu'un qui a la migraine ou bien qui souffre de migraine, mais n'importe quoi qu'on peut faire pour sensibiliser, ça va contribuer à la cause. Puis, Geneviève l'a dit dans le film, si c'est juste raconter mon cas, c'est ce que je vais avoir contribué, mais c'est un peu ce genre de mentalité. C'est clair et certain, Geneviève fait beaucoup plus que ça parce qu'elle siège sur le conseil d'administration de Migraine Québec, mais si vous le sentez dans votre cœur de vous impliquer, peu importe la façon, tout compte. C'est ce que je souhaite. Merci. Mesdames, Tabata? Au travail, la communication est clé. Les gérants doivent être ouverts à écouter et à leurs employés qui souffrent de la douleur chronique comme les migraines. De nombreux dirigeants déclarent se sentir mal à l'aise ou même mal préparés à discuter des choses comme ceci. Les employés eux-mêmes peuvent également être réticents à se relever et vraiment dire « ceci, c'est mon problème ». Cela dit, nous ne pouvons pas aller
comme de l'avant et demander aux organisations d'aider leurs employés sans avoir ces conversations difficiles. So, vraiment, communiquer en premier. Merci. Mélissa, tu as eu l'honneur de commencer, tu as l'honneur de terminer. Moi, je vais comme rebondir sur ce que Dr. Pym a dit. En fait, on sous-estime l'impact qu'on peut avoir quand on raconte notre histoire, puis quand on met des mots M-A-U... Non, je vois pas là la migraine en comment. Des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. On sous-estime l'impact qu'on peut avoir, puis tu sais, moi, ça a donné beaucoup de sens à ce que je vivais, de m'impliquer avec Migraine Québec, de faire des capsules d'éducation, des textes, des vidéos, toutes sortes de choses. Et c'est un rôle qui est... C'est drôle parce que j'ai étudié en relations publiques, puis la dernière affaire que je voulais faire, moi, c'était être porte-parole. Puis finalement, la vie m'a comme emmenée être porte-parole à cause de la migraine. Et ça donne du sens à qu'est-ce que je vis. Puis au-delà de ça, maintenant, tu sais, c'est pour ça souvent, je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus de blogueuses pour Migraine Québec, tu sais, que d'autres gens prennent le porte-voix pour mettre des mots. Puis je salue Migraine Québec, ses initiatives. Depuis 1 an, je donne des ateliers de création sur Zoom pour la communauté. Puis moi, ma nouvelle mission, elle est là. Pour moi, maintenant, ma mission, c'est, je l'ai dit, j'ai perdu mon identité quand j'ai arrêté de travailler. Bien là, j'essaie de la retrouver. Puis ce que je veux, c'est montrer à chaque personne qui participe à cet atelier-là de se connecter avec qui sont en dessous. Parce qu'en dessous de la migraine, on est encore là, puis on a encore toute notre valeur. Bravo. C'est vraiment inspirant. Merci pour ce mot-là. Merci aussi parce que moi, personnellement, je dois dire que je ressors enrichie de cet échange-là. Tout ce qui s'est dit était très généreux. Et puis, on aura l'occasion de continuer. Donc, je pense que la soirée se poursuit encore quelques instants. Il reste des breuvages, il reste des petites bouchées. Alors, vous aurez l'occasion de continuer à échanger. On peut peut-être lever nos pouces une dernière fois pour nos panélistes et pour nos vedettes et pour nos organisateurs. Alors, écoutez, bonne continuité de soirée, puis au plaisir. Merci. Merci, Julie, pour cette belle modération.